Trigger warning. Certaines images et certains propos contenus dans cette vidéo seront choquants, violents et ou à caractère schmexuel. J'ai fait ce que j'ai pu pour me censurer à fond les ballons, mais je n'ai pas non plus envie de dénaturer les faits, donc te voilà prévenu. Encore désolé pour ce qui suit, bon visionnage. And my special guest is the executive producer of the Amazing Show, Dan Schneider. Fine. Videos made me so nervous. No. Why? Hey, say your name. Kids be in that environment, there would be even bigger problems down the line with actual pedophiles on set. Hey hey hey! Aujourd'hui, on va parler de Nickelodeon. Pendant des années durant, Nickelodeon était à son prime, se faisant une place de choix dans la pop culture, tout en battant même, pendant un temps, l'invincible Disney Channel. Cette chaîne fait partie de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Elle nous a fait grandir, rêver et rigoler. Pourtant, ces dernières années, Nickelodeon fait face à de terribles scandales sans précédent. Scandales qui provoquent petit à petit la chute de cet empire colossal. Il n'y a qu'à voir le dernier en date, provoqué par le documentaire Quiet on Set, diffusé sur HBO Max, qui n'est pas disponible en France, mais si tu veux le regarder, regarde dans la description de cette vidéo. Au départ, je voulais uniquement parler de Quiet on Set, mais en grattant juste un peu ce décor orangeâtre, je suis tombée dans un trou béant et sans fond. Et contrairement à Alice au Pays des Merveilles, je suis arrivée dans un monde qui n'a rien à voir avec un conte enchanté. C'est ballot pour une chaîne de télé pour enfants. Mais bizarrement, tu vas voir que ce n'est pas si curieux que ça. Alors, si tu le veux bien et si t'as le cœur bien accroché, laisse-moi t'emmener dans ce périple rempli d'espoirs brisés, d'horreur, de manipulation, d'agression, de violence, de prédateurs, d'amoureux des enfants, d'exploitation et j'en passe parce que la liste est beaucoup trop longue. Voici le dangereux monde de Nickelodeon. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Ou briller en l'occurrence. Pour être honnête avec toi, je ne suis pas prête pour cette vidéo, mais quand faut y aller, faut y aller. Alors, let's go! Il était une fois un monstre appelé Dan Schneider. Non, on va commencer un peu plus gentiment. J'aime prendre du recul pour mieux voir the bigger picture. Du coup, on va rembobiner légèrement en arrière. Nous voici en 1979. Introducing Nickelodeon. Children's programming that's fit for children. We took everything that was wrong with children's television and got rid of it. We kept everything that was good about it and made it better. The result is Nickelodeon, the young people's satellite network. Warner lance sa première chaîne de télévision destinée qu'aux enfants appelée Nickelodeon, une première aux US. D'où vient ce nom? Contrairement aux apparences, ils ne l'ont pas inventé. Mais c'est un nom désuet qui veut dire un petit théâtre de quartier, où tu pouvais te distraire au prix d'un nickel, soit 5 centimes. C'était back in the day, soit début du 20e siècle, là où l'inflation n'existait pas. Et pourquoi ce nom? Car de base, cette chaîne devait être gratuite et aucune pub devait y passer. C'était littéralement un divertissement à moindre coût. Cette chaîne pour enfants a été créée pour passer des programmes éducatifs approuvés par les parents. Le plan, c'était d'offrir cette chaîne dans les bouquets TV, un produit à perte pour le groupe Warner donc. Cependant, même si les parents adoraient car elle ciblait plus l'aval de ces derniers qu'autre chose, les enfants, eux, détestaient. Et yep, Nickelodeon, c'était ringard. Et aucun enfant disait haut et fort à la cour de récré qu'il avait regardé un programme Nickelodeon la veille. Et vu qu'encore. C'est pourquoi, dès 1985, en voyant la chaîne à la dernière place niveau popularité chez les jeunes, la chaîne a souhaité arrêter les frais. Elle a besoin d'un rebranding ASAP et veut devenir le chouchou des gosses. Alors, ils embauchent d'anciens de MTV, Fred et Alan, afin de changer de look et ainsi changer de vie. MTV, c'était la cool de la bande, la hit girl télévisuelle. Des années avant, ils avaient innové niveau identité visuelle. Nickelodeon a vu ça et veut la même. Premier changement, le logo. De base, le splash orange, c'était un brouillon. Et rien n'était orange à l'écran à l'époque. De plus, le splash, on dirait que c'est un enfant qui l'avait fait, c'est-à-dire leur audience cible. Cerise sur le gâteau, le logo est duplicable à l'infini. Tant que c'est orange, on est bon. Autre changement, le générique.
culte. Qui reste ancré dans ton cerveau à tout jamais. À partir des années 90, la chaîne a commencé à produire leurs propres shows et dessins animés parce qu'avant ça, c'était pratiquement que des rediffusions. En sortant de leur zone de confort, ils innovent. De là est créé les dessins animés cultes suivants. Les Razmoket et Arnold. La famille de la jungle. Salut, c'est moi, Elisa de la jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Les Super Nanas. C'est ainsi que naquirent les Super Nanas, dotés de super pouvoirs. Belle, Bulle et Rebelle. Doug, le laboratoire de Dexter, les Castors allumés, Ren et Stimpy, Rocket Power. Nous sommes des riders, des fous de glisse et des commis-mères, toujours en piste. Rocket Power. Misha mi-chien. Ce n'est plus un chien, mais un chat mi-chat, mi-chien. Ou le banger numéro 1 de Nickelodeon jusqu'à ce jour, Bob l'éponge. Qui vit dans un ananas dans la mer. Qui compte bien y faire carrière. Niveau show, ils nous ont fondu Cousin Skitter avec l'un des meilleurs génériques ever. Et je veux rien savoir. All That, The Amanda Show et Kenan & Kel. En gros, que des pépites. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où il n'y avait que la télé pour nous distraire au moment du goûter ou quand on se sentait un peu beaucoup seul. Ou quand cette boîte hertzienne nous hypnotisait pour voler notre temps de cerveau disponible. Ou quand tout simplement on voulait juste voir des dessins animés. Étant une 90s baby, c'est-à-dire née dans les années 90, avec mes frères et sœurs, presque tous ces dessins animés et séries, on les a pratiquement tous saignés comme on n'a jamais saigné ça. Et je dis pratiquement parce qu'il y a des programmes que je ne connais que de nom, je l'avoue. Et il y en a un, Ren et Stimpy. Celui-ci, je ne le connaissais pas du tout. Genre, pas du tout. Et tu vas très vite comprendre pourquoi ce show est presque inconnu au bataillon en France. En quelques années, la chaîne est passée de la moins aimée à la plus aimée chez les jeunes. Oui, pendant un temps, elle surpassait Disney Channel et de loin. Elle a réussi son pari. C'est-à-dire devenir un vrai club spécial que pour les enfants. Une chaîne qui fait croire qu'elle a été faite par des enfants pour des enfants. Et les mioches n'y voient que du feu. Plus tard, dans les années 2000, Nickelodeon s'est ancré encore plus dans la pop culture. Avec d'autres dessins animés iconiques comme Dora l'exploratrice, Avatar, l'eau, la terre, le feu, l'air. Danny Phantom. C'est un fantôme. Danny Phantom. Ben 10, Jimmy Neutron. Voici la chanson de Jimmy Neutron. Et Mes parents sont magiques. Côté show, on est aussi plutôt pas mal avec Drake et Josh, Zoe 101, iCarly, Victorious et Sam & Cat. C'était les 30 glorieuses de Nickelodeon, qui étaient littéralement au sommet du monde à ce moment-là. Nickelodeon produisait à la chaîne des enfants stars qui faisaient rêver les enfants à devenir à leur tour des stars. Mais toute chose a une fin, I guess. Et les problèmes ainsi que leurs retombées ont très vite fait leurs apparitions. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Parlons de Ren et Stimpy et surtout de son co-créateur John Kricfalusi ou John K. Je vais l'appeler ainsi dans cette vidéo. Ren et Stimpy, inventé en 1991, nominé plusieurs fois aux Emmy et a depuis influencé Bob l'éponge, Adventure Time et Rick and Morty entre autres. C'est un dessin animé pour enfants, enfin...
pas vraiment, parce que c'est ce qu'ils disent, mais dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Le cartoon contient beaucoup d'images d'abus, de violence et d'alcool. Ils ont même une page dédiée à leurs épisodes bannis par Nickelodeon et MTV. Jugés trop subversifs, trop olé olé, France TV et M6 ont refusé de diffuser un quelconque épisode, peu importe le succès outre-Atlantique. Mais il a bien été diffusé en France pendant un laps de temps sur Canal+. C'est pourquoi le show est moins connu dans l'Hexagone. Le truc, c'est que pas mal de personnes disaient qu'à l'époque déjà, Ren et Stimpy n'étaient pas un show pour enfants et qu'ils n'avaient rien à faire sur une chaîne pour enfants. Cependant, le réel problème n'était pas la création, mais le créateur. John K., dans le plus grand des calmes, monsieur se trimballait dans les couloirs du studio avec sa petite amie de 20 ans, sa cadette. Il avait 35 ans et elle, 15 ans. Il l'a connue et l'a agressée quand elle en avait seulement 13. Et tout le monde savait, vu qu'il y avait un gros P suivi d'un D sur sa face de Elle s'appelle Robin Bird. Elle a raconté son histoire des décennies plus tard car le courage l'a fuyée pendant tant d'années. Et on ne peut que la comprendre. La peur s'est nouée à la perfection les ventres et les langues. Son rêve, c'était d'être dessinatrice depuis toute petite. Donc elle, avec toute l'innocence du monde, elle envoie une vidéo montrant ses dessins à John K. Et lui, il lui répond. Et depuis, il a correspondu avec elle via des lettres. Elle est ensuite allée chez lui sous prétexte d'un stage pour mettre en confiance les parents et il l'a agressée. Puis, il a fait en sorte qu'elle vive avec lui en tant que sa petite amie parce que c'était le stage qu'il le demandait. Bizarre comme stage. Elle n'était malheureusement pas la seule victime. Il leurrait les petites avec une possibilité de travailler dans le monde de l'animation. Lui, qui était respecté et adulé tel un dieu dans le studio où il travaillait. Le studio Spumco. Les gens lui dédiaient un culte de la personnalité. Les petites lui faisaient confiance. Et lui sait très bien que quelques mots suffisent pour transformer un enfant en pantin. Un enfant en sa chose. Katie Rice, une autre victime mineure, car chez Nickelodeon, on les aime jeunes apparemment, il lui a fait la même, à travers des lettres, des dessins bizarres et des appels où il se l'a touché. Il lui montrait ses parties dès que l'occasion se présentait. Hey, this is Katie Rice. She is one of the young artists I was telling you about who sought me out because she grew up watching Ren and Stimpy, right? I was at her 15th birthday party. Le pire, c'est que les deux victimes travaillaient au même moment dans le studio, mais dans deux ailes complètement différentes et opposées. Un jour, il lui a même dit « Le conseil de mon ami pour t'avoir était de te violer un jour. » Mais égal a mis ça. Il confirmera avoir dit ça, mais que c'était une boutade. Le fameux « Oh là là, on ne peut plus rire de rien du tout. » Non, on ne peut pas. Il montrait au calme au bureau des photos intimes de ses très petites amies, avec sur leur visage la même expression, l'effroi. Il présentait des spectacles à caractère schmexuel, des dessins de nus osés étaient exposés au calme dans son bureau, dont un dessin qu'il avait fait de Robin, nue, avec un chien qui se soulageait sur elle. Et c'était pas du pipi. Comme tout bon P-you-know-D, il avait amassé une collection gigantesque de photos intimes de jeunes filles mineures dans son ordinateur. Sa préférence pour les enfants était à peine cachée. À la radio, il a sorti ça. One of them's a hot chick with big cans and nice legs. Who drew that? You? She's underage, too. Yeah, very nice. Même s'il a sa préférence, ça ne l'empêchait pas de déranger et d'harceler les femmes et d'être également vulgaire, difficile de travailler avec et inapproprié. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a admis avoir une petite amie mineure. Oui, il a avoué via sa lettre d'excuse où il dit qu'il était malade, atteint de bipolarité et de troubles de concentration, ce qui le rendait difficile de contrôler son impulsivité et ses obsessions. Voici son excuse. Aucun rapport, aucun rapport, aucun rapport, aucun rapport. À partir de là, monsieur... Non. Remboursé. Remboursé, on veut rien savoir, remboursé, monsieur. Ce sont les pires excuses que je n'ai jamais entendues, dépassant de loin les excuses de youtubeurs qui font de la merde. Vraiment, ouf. Il a brisé un record. Hein. Et le pire, car il y a toujours pire, c'est qu'il n'a jamais vu l'intérieur d'une cellule de prison de sa vie. Voilà.
Voilà. La seule raison qui explique que ce fou ne soit pas allé en prison, c'est le délai de prescription qui était dépassé au moment de la délation des victimes qui fut en 2018. Même si les gens savaient, personne n'osait parler de ça publiquement. Pourtant, elles avaient full up de preuves, de mails, de photos, de lettres. Vraiment, elles avaient que ça. Mais personne ne voulait prendre le risque de perdre leur carrière ou leur réputation dans ce milieu. Les victimes perdent bien plus que vous ne le croyez quand elles parlent, surtout dans ce genre de milieu. Avant que les gens prennent son callback en 2018, le bougre a pu avoir une carrière assez pépère chez Nickelodeon, Adult Swim et Cartoon Network. Il a travaillé avec Miley Cyrus et les Simpsons pour des courts projets. Et depuis l'article où Robin et Katie ont parlé, personne ne souhaite travailler avec lui. Logique! Nickelodeon a refusé de commenter les allégations, mais le matin de la publication de l'article, le portrait de John K a été retiré du studio. Coïncidence? Je ne crois pas. Je rejoins Katie Rice quand elle dit « Il y a des gens sympas qu'on peut embaucher. Il y a des gens sympas qui peuvent faire des choses. Il y a des gens sympas qui font des dessins animés. Ils sont tout aussi bons. » En sachant que la méritocratie n'existe pas et que le talent et le dur labeur n'ont jamais suffi pour réussir, contrairement aux opportunités et aux connexions, il ne faut pas venir me dire que juste parce que ce sont des génies, qu'il faut accepter leur comportement et que c'est juste le prix à payer. La société a-t-elle une dignité ou... Juste pour voir, est-ce que vous pouvez donner la chance à des gens pas problématiques? Et s'ils deviennent problématiques, qu'il y ait de réelles retombées, de réelles conséquences à leurs actions. Et pas seulement des caresses en guise de tapette sur la main. Juste pour voir. Sur certains plateaux de tournage, l'ambiance n'était pas meilleure. C'était un enfer pour les employés et surtout pour les enfants, mais c'était d'abord le paradis pour les tyrans. Bien avant le documentaire Quiet on Set, où d'anciens employés et anciens acteurs et actrices dénoncent les nombreux comportements toxiques, YouTube avait mis en exergue les comportements douteux, dangereux et criminels de certains monstres chez Nickelodeon. Une industrie construite sur des espoirs et des rêves pour leurrer au mieux les plus fragiles, afin de mieux les exploiter. Par exemple, là-bas, il était courant d'embaucher des enfants qui possédaient des parents absents, négligents ou laxistes. À vrai dire, plus le ou les parents étaient présents, plus ça posait problème. Presque tous les shows étaient filmés en Floride. Pourquoi? Car à l'époque, dans cet état, il n'y avait presque pas de loi du travail encadrant les enfants. Et les seules lois qu'il y avait, ils les contournaient bien évidemment. Par ailleurs, les enfants devaient être des exemples pour la jeunesse. Alors que c'était que des enfants eux aussi. En plus d'avoir l'image de Nickelodeon sur leurs petites épaules frêles d'enfants stars, pour la plupart s'ajoutait le sort de leur famille. Et pour finir, à plusieurs reprises, plusieurs personnes ont dit que les gens montraient du porc, no, aux enfants. Ou quand les enfants étaient autour. Tout est normal. Et qui était au pouvoir et le dénominateur commun de toutes ces bêtises? Un certain Dan Schneider. It's not our place to question this. Yeah, Dan's a god, right? Il était une fois un monstre appelé Dan Schneider. Né en 1966 à Memphis, il a actuellement 58 ans. Il a toujours été ce gros bizarre aimant éperdument le théâtre. Dans les années 80, il a commencé sa carrière en tant qu'acteur dans des comédies pour ados, jouant toujours le même rôle, le gros. En 1988, Schneider a co-animé les Kids' Choice Awards de cette année, où il a rencontré Albie H, responsable de développement chez Nickelodeon. Ce dernier lui proposa bien plus tard d'écrire et de produire leur nouveau show appelé All That en 1997. La carrière d'acteur de Schneider ne décollant pas, il accepta et c'est à partir de là que son empire fut créé et que les problèmes ont commencé. Car pour voir le vrai visage d'un homme, donne-lui du pouvoir. Dan est à l'initiative de plusieurs bangers de la chaîne, on va pas se mentir. All That, The Amanda Show, On Air Dares, Kenan and Kill, Drake and Josh, Zoo 101, Victorious, Sam and Cat, Henry Danger, Game Shakers, tout ça, c'était lui. Cependant, dès le départ, il y avait des choses très perturbantes qui arrivaient sous sa supervision et où à cause de lui. All That, c'était un ensemble de sketchs faits par des enfants. En gros, c'était un SNL pour enfants. Ce fut un succès. Il était le mentor inspirant de ses enfants. C'était un boss fun, doublé d'un enfant dans un corps d'adulte. Pour ce show, il engagea 2 femmes scénaristes débutantes. Quand leurs collègues masculins et débutants également étaient payés à leur juste prix,
enfin presque. Elle devait partager leur salaire. C'était 2 pour le prix d'une, car selon Dan, les femmes ne sont pas marrantes. Alors pourquoi t'en as engagé? Elles ont accepté ce deal en sachant pourquoi, car des opportunités de cette ampleur, ça ne court pas les rues. Pourtant, c'était illégal. En plus de ça, elle se mangeait en pleine face des remarques et des blagues sexistes. Mais bon, ça, c'est pas étonnant. Une des scénaristes féminines a dû mimer une Domi pour faire rire monsieur. Les costumières et toutes les femmes et les petites filles devaient faire un massage à monsieur. Personne n'avait de vie privée, enfants, femmes et hommes. Là, cette fois-ci, il ne discrimine pas. L'une des scénaristes a porté plainte tout en sachant que ça allait mettre fin à sa carrière, ce qui fut le cas. Une des stars du show et la chouchoute de Dan, Katrina, devait même avoir son propre show après celui-ci, appelé The Katrina Show. Mais vu qu'elle était en pleine puberté, alors qu'elle était encore mineure, selon Dan, son apparence ressemblait à celui d'une femme. Et en plus, elle avait grossi. Une calamité, selon lui. En outre, après avoir vu performer une certaine Amanda Bynes dans un comedy club, il a jeté son dévolu sur elle. Donc, bye bye Katrina. Genre vraiment, il l'a petit à petit évincé, puis viré. Sa nouvelle star, c'est Amanda Bynes maintenant, qui l'intégra rapidement dans le cast d'All That. Un racisme latent était présent, surtout qu'il avait des favoris et qu'ils avaient tous la même couleur. Devine laquelle. Angelique Bates, 12 ans à l'époque, a été abusée physiquement et moralement lors de son passage chez Nickelodeon. Déjà à l'époque, Dan voulait une séparation claire des enfants et des parents sur le plateau. Mais la mère d'Angélique a catégoriquement refusé. Les adultes l'ont contraint à garder le silence à plusieurs reprises, lors de plusieurs investigations au fil des années. Mais en 2009, Angélique en a eu marre. Ok? Elle en a eu marre. Et fut la première personne à parler publiquement de son expérience horrible au sein de l'écurie Orange. Résultat, personne ne l'a traitée de folle. Parce que personne ne l'a écoutée. Depuis, elle continue son combat. Brian Hearn, un acteur noir dans All That, a déclaré qu'il avait été victime d'abus raciaux et qu'il avait été licencié lorsque sa mère s'était manifestée. Quant à l'autre acteur noir d'All That, Giovanni Samuels, elle dira qu'elle était terrifiée par Dan, car il avait le pouvoir de transformer quiconque en star et elle ne voulait pas gâcher son opportunité. Autre dinguerie approuvée par Dan, le personnage de Noseboy, avec un costume serré, une prothèse sur le nez, car le nez n'est pas assez gros apparemment, supplément né sur le costume ressemblant à des concombres. Et je ne parle pas du légume. Sans compter que c'était complètement normal d'écrire et ou d'approuver des images faisant référence à des scènes obscène et inapproprié pour des enfants. Le crachat sur la dame qui ressemble à... ce fut bizarre, mais il ne pouvait rien dire. Et rien faire surtout. Ne jamais se plaindre, car s'il le faisait, il se faisait virer. Aux États-Unis, beaucoup d'enfants stars sont les gagne-pains de leur famille. Et les gens comme Dan le savaient pertinemment. Certains parents voulaient parler quand Dan agissait comme un gros con, mais les parents avaient peur du backlash sur leurs enfants et ça, c'est la porte ouverte aux abus. Ils voulaient pas avoir le même sort que Brian Hearn et sa mère. Amanda Bynes a commencé sa carrière dans le ventre de sa mère. Et je rigole pas. Avant ses 10 ans, elle est apparue dans plusieurs pubs et sur la scène de plusieurs pièces de théâtre. Mais son truc, c'est la comédie. Comme son père, mais lui, il a fini dentiste. À l'âge de 10 ans, la petite faisait déjà partie du Laugh Factory, l'un des comédie clubs les plus célèbres des States. Une fois dans son audience, un certain Dan la repère. De base, il était venu pour Katrina, mais il a vu la petite Amanda là, il a dit Katrina qui? Du coup, il a prise sous son aile et veut faire d'elle une star. Non, pardon. Sa star. Il lui propose un rôle dans son émission All That, puis sa propre émission The Katrina Show. Mais vu qu'elle s'appelle Amanda, ça va devenir The Amanda Show. Il était constamment avec elle, la câlinait et la touchait sans gêne et tout le temps. Elle disparaissait tout le temps et ils avaient constamment des rendez-vous solo sans son père. Et où il était celui-ci? Bah il était là. Il était bien là sur le plateau, mais bon, c'était pas sa préoccupation première, donc c'était pas son souci si sa petite traînait avec un homme dans la trentaine. Chacun ses priorités dans la vie, I guess. Tant qu'elle ramenait l'échec, ça c'était sa priorité. Amanda Bynes, c'était la chouchoute de l'Amérique. À vrai dire, c'était aussi ma chouchoute. C'était une boule de joie de vivre, attachante et amusante. Il voulait garder Amanda sous le coude. Il voulait l'exploiter jusqu'à la briser
Et c'est ce qu'il s'est passé. Depuis sa tendre enfance, il la mettait dans des situations gênantes devant et hors caméra. Là, elle, munie d'un maillot avec des adultes tout habillés, dans un jacuzzi, par exemple, ou la fois où il a créé un personnage pour Amanda appelé Penelope Taint. Il faut savoir que Taint, en anglais, est la partie entre deux parties intimes. Voilà. Ou la fois où il l'a introduit à l'alcool et à l'Adderall. De base, l'Adderall, c'est un médicament pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, soit le TDAH. Et non, Dan n'est pas médecin. Je t'ai vu venir. C'est juste que les gens ont vite détourné l'usage de ce médicament et aujourd'hui, il est surtout connu en tant que drogue pour pousser n'importe qui à se concentrer pendant des heures durant sans manger ni dormir. Cependant, une rumeur a commencé à circuler. Ceci est supposé. Rumeur alert, ok? Mais à 13 ans, Amanda aurait fait un avortement car Dan était supposément le père. Malgré tout, il continue à travailler avec elle, voire même à créer un autre projet que pour elle. J'avoue que c'est une des séries qui a bercé mon enfance. Et justement, c'est là que j'ai connu Amanda, grâce à Ce que j'aime chez toi. Là, elle avait 16 ans et voulait s'émanciper de son image d'enfant et de ses parents. Et là aussi, rumeur alerte. Elle vivait chez Dan à cette période. Même si Dan a vite été écarté du show, personne n'a dit pourquoi, mais à ce stade, on se sait. Certaines scènes pour une gamine de 16 ans étaient très perturbantes. Genre, cette scène debout, cette scène où ils imitent un lever de concombre, ou cette scène avec sa mini-jupe. Voilà. Franchement, ce sont des scènes très perturbantes à faire avec une actrice de 16 ans. Amanda a par la suite pris ses distances avec Dan en jouant dans pas mal de films. Elle avait un chemin tout tracé vers le sommet. Mais la malédiction des enfants stars l'a attrapée. À vrai dire, cette malédiction devrait s'appeler les conséquences des traumas des enfants stars. À plusieurs reprises, dans les tabloïds ou via Twitter, on pouvait assister à la descente aux enfers d'Amanda, qui se composait de réelles crises psychotiques ou des épisodes de dépression nerveuse intense. Via un de ses autres comptes Twitter, Ashley Banks, et elle a bien confirmé que c'est elle en montrant sa carte d'identité. Amanda dénonçait les exécutifs à Hollywood, les hommes beaucoup plus vieux qui l'entouraient. Là aussi, rumeur alerte. Ouais, il y en aura beaucoup dans cette vidéo. Une lettre qui aurait été écrite par elle et qui a fait surface en 2018 via un blind item / une page de gossip tenue par un avocat de l'industrie mais qui cache son identité. Dans cette lettre, Amanda accuse Dan Schneider via des lettres en majuscules qui précisent « Dan did it ». Traduit par « Dan l'a fait ». Voilà. On Air Dares, c'était Fear Factor pour enfants. Ok, alors déjà pour les adultes, c'était limite. Alors pour les enfants, ça ressemblait clairement à de la torture. Des enfants faisaient des paris bizarres, comme se recouvrir de beurre de cacahuète, et des chiens viennent ensuite lécher, ou être submergés de verre dans une baignoire, ou mettre un scorpion dans la bouche d'un môme. Show créé par Dan et approuvé par Nickelodeon. Je vais le garder pour un peu plus tard. Dans cette vidéo, t'inquiète pas, faudra juste être un peu patient. Zoey 101 avec Jamie Lynn Spears, la sœur de Britney Bitch, et Victoria Justice. Pendant des années, l'une des anciennes actrices, Alexa Nicolas, ou Alexa Nicolas, a dénoncé les comportements de Nickelodeon et de l'industrie. Les gens pensaient qu'elle voulait seulement de l'attention. Pourtant, savez-vous combien de personnes et ou d'enfants ne parlent pas à cause de cette fameuse attention? Énormément. Selon ses dires, Dan voulait être là aux essayages, surtout pour celles des petites filles, et garder les photos de ces 10 essayages. Toujours selon elle, elle a été bully par les membres du cast, dont Victoria, Jamie et sa sœur Britney, qui a par la suite reconnu les faits et s'est excusée publiquement. Là aussi, Dan et son équipe mettaient en scène certaines scènes abjectes à l'écran, comme quand ils ont dû mettre de la gelée, et je suis gentille quand je dis gelée, sur Jamie Lynn Spears, et en plus ils ont bien zoomé dessus, genre... Ou quand Queen, Erin Sander, a des airbags en guise de boobs. Tout est normal. En plus, le rôle d'Alexa était là que pour le male gaze avec des jupes de plus en plus courtes, voire invisibles. Je répète au cas où, mais
c'est un show pour enfants. La série s'est très vite arrêtée à cause d'un scandale. It looks like the Spears family is growing again, but this time it's not Britney Spears who's expecting. It's her 16-year-old little sister, Jamie Lynn, who is having a baby. Jamie Lynn Spears, âgée de 16 ans, est tombée enceinte. Et ça, ce n'est pas bon pour les affaires. Surtout que, rumeur alerte, la rumeur disait que Dan était le père. Encore. Alexa a été approchée par l'équipe de Dan pour lui proposer une certaine somme d'argent en échange de son silence. Elle parle encore plus depuis. Passons à iCarly, avec Miranda Cosgrove et Janet McCurdy. Tout récemment, Janet McCurdy a dit « c'est le moment ». C'est le moment, Willy Tombo, c'est le moment. C'est le moment d'ouvrir ma boca. Dans son livre I'm Glad My Mom Died, traduit par Je suis contente que ma mère soit morte, Janet nous avoue que son enfance a été gâchée par sa mère et par l'homme qu'elle surnomme le créateur. Mais on sait que c'est Dan. Elle a dû l'appeler ainsi pour des questions juridiques. D'un côté, elle a une mère qui l'a utilisée que pour faire des pépettes, lui donner des traumas et la faire complexer sur son poids et son apparence. Et de l'autre, il y a le créateur, qu'elle décrit comme ayant deux facettes, adorable, généreux, celui qui donne beaucoup de compliments, puis contrôlant, manipulateur et terrifiant. Dan, enfin le créateur, l'a massé souvent, l'a photographié en maillot et l'a forcé à boire alors qu'elle a commencé à travailler avec cet être dégueu quand elle avait seulement 13 ans. Hey Dan Schneider, I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Fine. Fine. Look what you've done to me. Une vidéo très gênante du 18e anniversaire de Miranda sur le plateau a refait surface, montrant Dan voulant absolument faire un câlin à Miranda, extrêmement gênée. Même à un moment, elle dit stop. Miranda hasn't changed one bit. All those awesome qualities. Janet et Miranda étaient très proches et continuent à l'être encore aujourd'hui. C'est pourquoi elles étaient les seules à ne pas être là lorsqu'il reçoit le People's Choice Lifetime Achievement lors du Kids Choice Award. Via son expérience, Janet dira qu'elle ne croit pas que les jeunes devaient être célèbres. De plus, elle nous informera que Dan et Nickelodeon lui auraient proposé 300 000 $ pour qu'elle se taise. En réponse, elle a sorti son livre best-seller pendant des mois. C'est au tour de Victorious. Série qui a fait découvrir au plus grand public Ariana Grande, Victoria Justice, Elizabeth Gillies et Leon Thomas. Que des gens extrêmement talentueux. Même si j'aime beaucoup ce show, certaines scènes et dialogues sont problématiques. Daniel se sentait beaucoup trop sexualisé et l'a fait savoir, surtout lors de la scène du concombre. La scène entre Victoria et Liz. You wanna get slapped with a sausage? Sure. No! Il y a les scènes d'Ariana Grande mises en ligne sur YouTube, mais ça fait partie de la série Victorious, avec une patate où elle doit faire sortir du jus d'une patate. Mais comment elle le fait bizarre. Ou la scène où elle s'asperge d'eau. Là aussi, il y a aussi les scènes de pied. Non. Ça mérite un segment entier. Ok? On garde ça pour tout à l'heure. Et puis, les coulisses, ce n'était pas mieux. Dan filmait constamment les behind the scenes. Et certains passages sont troublants. Dan qui les filme, c'est gênant. Hey! Hi, what's going on here? Nothing. You didn't cut out that part. Why are you sitting on the floor of the set? Videos make me so nervous. No. Why? Pas mal des membres du cast de Victorious ne se rappellent plus d'avoir filmé certains épisodes tellement ils étaient défoncés. Avan Jogia dira qu'il se rappelle de rien sauf qu'il était complètement défoncé. C'était complètement normal. Et lui-même il n'a pas un bon souvenir de Victorious. Et pourquoi Victorious s'est arrêté au bout de 3 saisons alors que la série cartonnée de fou malade. Elle aurait pu durer pendant des années. Eh bien, rumeur alerte encore une fois, car il y avait trop d'alcool, de drogue et de schmecks sur le plateau. Nickelodeon n'avait plus le contrôle et rien n'allait sur le plateau. Ils auraient décidé d'arrêter avant que ça ne dégénère. Concernant Ariana, elle a juste dit que son temps chez Nickelodeon était frustrant. Voyons cet extrait entre elle et Dan qui voulait absolument qu'elle ait une voix aiguë comme une petite fille. Okay, what did the young shrimp say when his mom asked him why he wouldn't share any of his toys? No. No, that sounded like this. It sounded like, okay. What did the young shrimp say when his mom said he wouldn't share any of his toys? Try it again. Alors qu'elle a déjà
une voix bien aiguë sa mère. Le terme frustrant est un euphémisme, je pense. Sam et Cat est le spin-off de Victorious et d'iCarly, avec Ariana Grande et Janet McCurdy, qui n'a duré que 35 épisodes. Ariana y a laissé ses cheveux complètement gâtés par les colorations imposées par la prod, et Janet y a laissé son innocence et sa santé mentale. Lors du tournage de cette série, la mère de Janet meurt après 17 ans de bataille d'un cancer, et Janet revient une semaine après sur le plateau car Dan ne lui a pas laissé le choix. Nickelodeon ont eu vent de ça et au lieu de les virer comme il se doit, ils l'ont juste écarté du cast et lui a donné le feu vert pour d'autres projets comme Henry Danger et Game Shakers, beaucoup moins connus que ses autres productions, soit dit en passant. Ah, et j'ai oublié de parler d'une de ses productions, Kenan & Kel, mettant en scène deux Afro-Américains arrivés sur les écrans ricains en 1996. Et je n'ai rien à dire sur cette production. Voilà. Car même si Dan est crédité en tant que co-créateur, finalement, il n'était jamais sur le plateau. C'était pas lui le showrunner. Et j'ai ma petite théorie du pourquoi, du comment. Peut-être parce que le cast ressemblait à ça. Peut-être. Parce que c'est pas le bon genre, ni la bonne couleur, ni la bonne taille. So. Je dis ça, je dis rien. Et heureusement qu'il était loin de ce plateau. J'espère qu'il s'est vraiment rien passé. En tout cas, les acteurs de cette production-là n'ont rien dit pour l'instant. Pendant un moment, le logo de Nickelodeon était en forme de pied, car là-bas, c'est le paradis des amoureux des enfants, mais aussi des amoureux des pieds. Un crossover incroyable pour les tordus. Et pour info, il n'y a aucun problème à aimer les pieds. Ok, chacun son délire, il n'y a pas de souci, je ne juge pas, c'est pas ça que je juge. Le truc, c'est que Dan a abusé du bail. À travers ses nombreuses productions, il mettait des pieds partout, ok? Partout. Peu importe à qui appartenaient les pieds, ok? Si c'était des pieds d'enfants, d'ados, d'adultes, il va les mettre à l'écran. Tant qu'il voit des panards, il achète. Chacun son délire, hein, mais t'es pas obligé de le partager à des enfants. Voilà, c'est... Là, ça devient inapproprié. Alexa Nicolas et d'autres personnes qui a travaillé avec lui, a dit qu'il offrait de l'argent contre des photos de leurs pieds. Un jour, il a touté aux enfants, envoyez vos meilleures photos de pieds, mais il n'en a jamais assez ou quoi? Enfin, c'est bon, t'en as assez! Hell no, to the no, 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 hell to the no. Non, il lui en faut toujours plus. Lors des auditions, il demandait à 200 enfants d'enlever leurs chaussures et de montrer à quel point ils adoraient être pieds nus. You gotta just take off your shoes, just like run around in front of the camera, you know, talk about how much you love being barefoot. Et Dan n'était pas le seul à faire les auditions, by the way. Et les parents qui refusaient, hop, la porte. Un jour, Dan a dit, pour se défendre, les enfants trouvent les pieds rigolos et amusants. Qui t'a dit, Dan? Qui? On veut savoir. Mens-moi fort la prochaine fois. Juste un conseil. Internet a baptisé Dan en Dirty Dan ou Sale Dan. Et ce nom lui va ravir. J'aurais pas choisi mieux. Dan faisait partie de cette génération de producteurs qui adoraient sexualiser les jeunes filles. No matter what. Pas mal de petites filles étaient là pour le male gaze. Des fois, les shows n'étaient pas pour les enfants, mais pour les pervers de ce monde. Mais c'est jamais explicite. C'est toujours caché. Ou à peine caché. Sur certains de ces plateaux, les parents n'étaient même pas autorisés à y être. Les gens sur le plateau l'appelaient Daddy. Et il fallait rendre Daddy heureux à n'importe quel prix. Tout d'un coup, j'ai envie de vomir. Quand il n'assiste pas à des shows pour caster ses proies... ses actrices, il les caste via des camps avec son acolyte dont je vais te révéler l'identité un tout petit peu plus tard. Ils organisaient des camps sur plusieurs jours pour auditionner des enfants. Les enfants avaient entre 13 et 22 ans. Et les parents étaient évidemment interdits d'être présents encore une fois. Il y avait des cours d'acting, de chant et de danse. Certains enfants ont été castés lors de ces camps, comme Hilary Duff et Megan Fox, par exemple. Des choses bizarres s'y sont passées. Il n'y a même pas besoin de preuves. On le sait, on le sent, enfin, ça pue la bizarrerie là. L'environnement était propice pour ça. Souvent, pour être pris, il fallait faire des activités près de la piscine ou dans la piscine. En tout cas, les enfants avaient plus de chances d'être pris en mouillant le maillot. Pour beaucoup, les stars de Nickelodeon, c'était Ariana Grande, Amanda Bynes, Josh Peck, etc. Alors que non. En vérité, c'était Dan Schneider. C'est pourquoi
Tous ces actes bien dégueux ont été dissimulés car c'est lui qui faisait réellement la pluie et le beau temps pour l'écurie Nickelodeon. Pendant un temps, c'est lui qui faisait tourner la machine. Et même si tout le monde savait ce qu'il faisait, lui et sa clique de gros porcs, amoureux des enfants et des petits petons, ils n'ont jamais eu peur des répercussions. Le pouvoir lui est monté à la tête. Il mettait en place des choses juste parce que son esprit tordu de pervers trouvait ça drôle. Et personne ne lui disait rien. Enfin, en tout cas, personne n'osait, car c'est lui qui signait les chèques. Il faut savoir que même si, voilà, des choses horribles se sont passées, certains enfants n'avaient aucune idée de ce qu'il se passait. Que ce soit au niveau des blagues, ça leur passait au-dessus de leur tête, ils comprenaient même pas, ils rigolaient, mais vu qu'il y a des adultes qui rigolent, bah eux ils suivent, ils rigolent aussi. Normal, ce sont des enfants. Et en plus, eux, ce sont leurs boss, donc bien sûr qu'ils vont rigoler. Déjà, nous-mêmes, on fait semblant de rigoler aux blagues de nos boss, alors bon... Alors les enfants n'en parlent même pas. Et personne ne disait rien aussi, car vu que c'était pour rire, si tu disais que c'était bizarre, bah c'est toi le tordu à la fin. Les employés étaient paranoïaques et ne pouvaient le dénoncer, car il menaçait à tour de bras quiconque lui barrant la route. Son image de gentil producteur devait rester intacte auprès du grand public et surtout auprès du réseau Nickelodeon. Suite au fait que la parole se libère petit à petit, plusieurs personnes commencèrent à se plaindre publiquement du comportement de Dan Schneider. Du coup, en 2018, Nickelodeon le vire enfin, mais avec un parachute doré de 7 millions de dollars. De toute façon, il n'avait plus de hit à proposer à la firme, donc ça tombe bien. Depuis, lui aussi n'a jamais vu de sa vie l'intérieur d'une cellule. Choquant. Après la diffusion de Quiet on Set, qui a pris le callback de Dan comme il se devait, il a décidé de s'excuser. Enfin, si tu veux appeler ça comme ça. Me facing my past behaviors, some of which are embarrassing and... You're embarrassed. Not embarrassed enough. Via une vidéo sur sa chaîne sur YouTube, où les commentaires ont été désactivés et le pouce rouge explosé. Il se fait interviewer non pas par un journaliste ou une personne impartiale, mais par un de ses anciens employés noirs et acteurs, Thibaut d'Icarly. Oui, le choix de l'acteur noir est finement calculé. Néanmoins, c'est clairement un mauvais choix pour ce genre de choses. Il ne le pousse pas dans ses retranchements et acquiesce tout ce qu'il dit, tout en omettant de poser certaines questions. Pour moi, l'interview est scénarisée car la mise en scène est flagrante. Là, je vois deux acteurs nous proposer une terrible performance. Thibaut commence bien en précisant qu'après avoir vu le documentaire, sa préoccupation principale, c'était « mais comment va Danny ?» Ou plutôt, Daddy, comment va mon boss d'amour? Après qu'il ait entendu que des enfants ont été abusés sous la supervision du fameux Danny. Monsieur, à ce moment-là, il y a peut-être un problème. Quant à Dan, il s'excuse tout en donnant des excuses comme quoi il était inexpérimenté. And that was wrong, and that was because, you know, I was inexperienced. Parce qu'une expérience de 20 ans, ce n'est pas assez apparemment. Et qu'il était immature quand il a commencé à travailler chez Nickelodeon alors qu'il avait 28 ans. Il a aussi dit que si quelqu'un avait dit quelque chose, on aurait fait quelque chose. Alors qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont parlé justement. Et pourtant, nous y sommes. Il rejette la faute sur son ancien boss Nickelodeon et il veut qu'on enlève ces blagues bizarres de ses shows aujourd'hui. Let's cut those jokes out of the show, just like I would have done 20 years ago. Mais les enlever ne fera qu'enlever la preuve de sa perversion. Et de toute façon, Internet n'oublie jamais. Internet n'oubliera jamais de Side-Eye Dirty Dan. Jamais. Mais finalement, pourquoi Dan s'excuse? Car il a le projet de revenir sur le petit écran avec un film, Henry Danger. Et il a le projet de faire mieux ou pire qu'avant. On sait pas. Cependant, le monstre de Nickelodeon n'a pas que les traits de Dirty Dan. Car chez Nick, il y a trop de terroristes. Si tu crois que John et Dan sont les seuls à avoir commis l'irréparable, oh my god, tu n'es point au bout de tes peines mon ami. Laisse-moi te présenter The Crip Club, ou le Club des Tordus en français. Nom qu'Internet a choisi avec soin là aussi. Non, Internet là, ils sont imbattables pour choisir les noms. Imbattable. Ce club est composé de Jason Michael Handy, directeur de casting, un des assistants de production d'Oldat, chargé d'accompagner les enfants sur le plateau et bénévole à l'église auprès des tout-petits. Tout le monde le présentait comme sympa et attentionné, mettant en confiance les parents et les enfants, et gardait souvent le contact avec ces derniers, surtout les enfants. Lui était un amoureux des enfants, condamné
avant son passage chez Nickelodeon. En 96, il a kidnappé et abusé un petit garçon de 8 ans, quand lui, il en avait 19, dans l'état de Washington. Suite à ça, il a purgé une peine de 5 ans de prison. Mais pour passer entre les mailles du filet de la loi de Megan, il a changé son nom en enlevant le Michael. Et boum, il a réussi à avoir un job chez Nickelodeon et à travailler avec des enfants. C'est finalement en 2003 qu'il a été enfin arrêté suite à la plainte de 2 enfants victimes de son esprit de timbré. Une collection dégoûtante d'images et de vidéos intimes d'enfants ont été retrouvées chez lui. Le gars assumait complètement d'être un amoureux des enfants dans son journal intime. Et pour ces faits, il a passé 6 ans derrière les barreaux. Pas assez pour un récidiviste, mais ok. Mais ne t'inquiète pas, depuis Nickelodeon ne blague pas avec ça, ok? Ils font plus attention, ils font plus de recherches niveau background et tout le tatouin. Enfin, presque. Ouais, presque, car 4 mois après l'arrestation de Jason Handy, un autre membre du crew a été arrêté pour les mêmes faits. Brian fut superviseur d'enfants et coach en acting sur le tournage d'All That, The Amanda Show et Drake and Josh. Et il était en plus The Pickle Boy, celui qui a toujours des cornichons sur lui. Pourquoi des cornichons? Je te laisse deviner pourquoi. Cet énième monstre était ami avec le serial killer les plus célèbres des États-Unis, voire même du monde. His name is John Wayne Gacy, convicted of killing 33 innocent people and destroying hundreds of lives. Ce criminel a pris la vie de jeunes garçons et de jeunes hommes âgés de 14 à 23 ans. Et le pire, c'est que Brian était fier de son amitié avec lui. Il ne s'en cachait pas du tout. Il s'écrivait des lettres et Gacy lui a même fait un autoportrait qu'il exhibait dans son salon, toujours avec beaucoup de fierté. Ce Brian Peck avait une obsession pour Drake Bell. Brian avait 38 ans et Drake 13 ans. Il le suivait partout, le touchait tout le temps, tout en essayant de mettre en confiance ses parents divorcés. Et même si les gens et la direction de Nickelodeon le défendaient en mode, ils disaient que comme il était gay, il était touchy, tu connais les gays. Genre vraiment, c'était leurs excuses. Le père et manager de Drake concerné n'était pas dupe et a très vite compris son petit jeu. Il faisait en sorte que son enfant ne soit jamais seul avec ce mec chelou et a tout fait pour que les deux s'éloignent, mais en vain. Brian avait capté que le père avait capté. T'as capté? Il a retourné le cerveau de la mère à base de ouais, c'est un voleur, un connard ton ex là, qui ne se soucie pas de Drake. Alors que la mère n'était pas si présente que ça dans la vie de son enfant à cette époque-là en tout cas. Qu'importe, elle a tout de même réussi à avoir la garde exclusive du petit Drake et vire le père manager à la fin. Le père de Drake, ayant le cœur brisé, lui a demandé une seule chose avant de partir: ne jamais laisser seul Drake avec Brian. Jamais. You never ever leave Drake alone with Brian Peck and you never let him be around him unsupervised. Cependant, sa mère avait la flemme de faire tout ce que le père de Drake faisait et où Brian faisait tout pour que la mère lui délègue tout ce que le père de Drake faisait. Lui, il avait enfin le champ libre. Le prédateur avait 40 ans et sa proie 15 ans. Alors pendant 6 mois, il a abusé de Drake, tout en utilisant des substances et des objets. Il lui a fait subir les pires choses qu'on puisse faire à un enfant. Why don't you think of the worst stuff that someone could do to somebody as a sexual assault? And that'll answer your question. Brian est finalement arrêté en 2003. Il a eu contre lui 11 charges d'accusation de pay, do, dont so, domi, fait, lation, drogue impliquant un enfant de 13-14 ans. Vu que la victime était mineure, son procès est scellé et anonymisé. En tout cas, il l'était. Chez Nickelodeon, tout le monde sait que Brian s'est fait arrêter pour ses faits, mais personne ne sait le nom de sa victime. Mais en tout cas, ils savent que la victime était un enfant star de chez Nickelodeon. Jusqu'à la diffusion de Quiet on Set. Lors du procès, Drake est seulement soutenu par sa mère et son frère. Quant à Brian, il est soutenu par un parterre de stars, par un parterre de grands noms de l'industrie qui étaient présents lors du jugement et ou via des lettres de soutien. Grâce aux journalistes qui ont contribué au documentaire, ils ont pu se procurer la liste des personnes connues le soutenant par lettres. Et voici quelques noms. James Marsden, acteur. Alan Thicke, le père de Robin Thicke. Tom DeSanto, le producteur d'X-Men. Ron Melendez, acteur. Ryder Strong, acteur. Will Friedle, acteur et producteur, qui en plus a travaillé plus tard avec Drake Bell. Joanna Kearns, actrice et réalisatrice. Kimmy Robertson, actrice. Beth et Rich Correll, couple de producteurs. Brian avait exactement
41 lettres. 41 lettres de soutien. 41 lettres où ça disait exactement la même chose. Ils blâmaient tous la victime, puisque d'après eux, c'est la faute d'un enfant et non d'un adulte si tout ceci s'est passé. Du coup, ceci explique cela. Selon James Marsden, Brian ressentait la souffrance d'un millier d'hommes, donc il faut absolument l'alléger. Je t'avoue que je ne sais pas quel genre d'informations ils ont eu avant d'écrire ces lettres, mais aucune info n'est valable à mes yeux pour écrire de telles bêtises. Mais pause 2 secondes à cette vidéo et va voir le dernier post Insta de James Marsden. Voilà. Les retombées. Du coup, suite au fait que maintenant nous savons qui a écrit les lettres, certaines personnalités ont commencé à dire mais non, on savait pas ce qu'on écrivait, mais on se rendait pas compte, personne nous a dit. Mais ils se sont même pas excusés auprès de Drake Bell. Non, ils font ça en public, juste histoire de se raccrocher aux branches. Cet amoureux des enfants n'a passé que 16 mois en prison et il connaît la loi de Meghan Parker. Et l'affaire n'a fait aucun bruit dans les médias, jusqu'à tout récemment. Ce qui est très curieux et très troublant. Comme si Nickelodeon avait tout fait pour étouffer l'affaire. Parce que juste 4 mois avant, il y avait Jason Andy. Et là, juste après, plus rien. On parle pas de Brian Peck. Même si la victime est anonymisée, ils auraient pu quand même parler de l'affaire. Mais non, rien du tout. Genre, pas un bruit. Peut-être un article par là. Mais sinon, ça a pas fait un gros tollé comme Jason Andy. Ce qui est très bizarre. Puis, tout de suite après, grâce à ses connexions, il a pu retravailler sur le tournage de La Vie de Palace de Zack et Cody chez Disney. Et pour info, les personnes qui l'ont mis là, c'est le couple Corel. Le fameux couple qui savait ce qu'il avait fait. Disney, vous savez que ce n'est qu'une question de temps et de flemme pour ma part avant qu'on vous attrape. On vous voit, vous savez. Mais revenons à Nickelodeon. Non. Nickelodeon, excusez-moi. Car la seule personne qui avait deviné le nom de la victime n'est autre que Dan Schneider. Peut-être que c'est dû au fait que son acolyte mystère pour organiser ces camps bizarres là d'audition d'enfants n'est autre que Brian Peck. Lui, ce complice dans cette histoire sordide de camp d'audition pour enfants, n'est autre que Brian Peck. Selon Drake, Dan l'a soutenu. Certes, il n'est pas parti au tribunal, mais il l'a soutenu de manière privée. Genre, son soutien était en mode inconnu. Si c'est comme ça, il aurait très bien pu soutenir Brian, qui sait. En tout cas, chez Nickelodeon, même les gros dégueux qui croient que l'âge n'est qu'un chiffre, peuvent retravailler avec des enfants au calme. Je serais passé de cette info. Chris Savino, animateur et scénariste de renom, et créateur de Bienvenue chez les Loud, ou Bienvenue chez les Loud, lui aussi fait partie du club. En 2017, Nickelodeon l'a viré car il a été affublé par une quinzaine d'accusations d'agression schmexuelle. Avec John Carr, ils ont pas mal de points communs, comme ils ont travaillé ensemble chez Spumco et ont tous deux abusé de la même victime, Katie Rice. Il a agi dans la plus grande impunité pendant près d'une décennie. Et il fait aussi partie du club, pas si sélect que ça, d'hommes qui ont avoué et pourtant n'ont jamais vu l'intérieur d'une cellule. Non, c'est pas vrai! Lui aussi. Et en plus, il a été viré pas parce que la police est intervenue, mais parce que c'est l'union des animateurs des Animation Guild, ou TAG, qui a pris la décision de le virer. Sinon, il aurait pu continuer. Le prochain cas, c'est Justin Smith, un éditeur chez Nickelodeon, et qui a été dans l'émission américaine To Catch a Predator, traduit par Attraper un prédateur. Dans cette émission, il a été pris en flag en 4K Full HD, en tout cas pour l'époque, en train de chatter avec une actrice majeure qui jouait une mineure. Et les conversations n'étaient pas du tout enfantines par contre. Suite à l'émission, la police a investigué et il a eu du sursis. Et lui aussi, il fait partie du club de « Je n'ai jamais fait de prison de ma vie ». Et lui aussi, il connaît la loi de Meghan sur le bout de ses doigts. Selon Nickelodeon, il n'avait aucun contact avec les enfants lorsqu'il y travaillait. Un énième cas parce que ce n'est pas fini. Cette vidéo n'a décidément pas de fin comme la liste des amoureux des enfants chez Nickelodeon. Voilà. Voilà. Je tenais juste à te prévenir. Ezel Channel, un employé de Nickelodeon, a montré à plusieurs reprises du corn ou du porc you know à des enfants sur le plateau. Avant son embauche chez Nickelodeon, il avait déjà touché un enfant et a été emprisonné pour ça, passant 6 ans en prison. Mais a tout de même pu travailler au sein d'une production avec plein d'enfants. Plein.
Il y avait que ça. Il a évidemment et malheureusement abusé un de ses enfants sur le plateau. Et pour ça, en 2009, il a été emprisonné durant 16 mois. Et là, probablement, tu te demandes comme moi, mais comment sont faites les vérifications effectuées par Nickelodeon? Réponse A, avec leur fiac. Réponse B, avec leurs pieds. Vous avez 4 heures. Au suivant, Marty Weiss, un manager qui avait principalement des enfants comme clients et qui collaborait souvent avec Nickelodeon et Disney. En 2012, il a été accusé d'avoir abusé un de ses clients enfants. Marty avait 40 ans au moment des faits et le petit avait seulement 11 ans. Son enfer a duré 3 ans environ. La police le soupçonnait d'avoir abusé d'autres enfants également. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et 5 ans de sursis. Il a fait que 6 mois. À ce stade, est-ce qu'il est nécessaire que je commente ce genre de sanctions ridicules? Et lui, il a même eu droit à un film avec d'autres prédateurs à Hollywood qui s'appelle... J'ai pas eu le temps de le voir, je voulais le voir, mais bon... J'ai eu la flemme de le voir. Enfin, là, j'ai eu beaucoup d'informations et je me sentais pas très bien après les recherches de cette vidéo. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps pour faire cette vidéo. An Open Secret. Le film s'appelle An Open Secret. Il est disponible sur YouTube. Et tout le monde dit qu'il est bien. Moi, je suis juste pas prête pour toutes les révélations. Je suis pas encore... je vais le regarder, je pense, dans la semaine. Mais voilà. Je sais que Marty Weiss, il est dedans. Ça parle aussi de Harvey Weinstein, de Bryan Singer et d'autres personnes. Là, ça fait beaucoup pour moi. Là. Autre cas, plus subtil cette fois-ci, il s'agit de Michael Corcoran, a.k.a. Backhouse Mike, musicien et compositeur de nombreux génériques chez Nickelodeon. Il a travaillé au sein de la production de Victorious pour nous produire les nombreux bops pondus par cette série. Et pour info, Dr. Luke faisait partie de l'équipe musicale aussi. Je pose ça là. Michael Corcoran, a.k.a. Backhouse Mike, lui, c'est le mari d'Elizabeth Gillies, l'une des actrices principales du show. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Victorious. Il avait 20 ans de plus, elle en avait 16. Je te laisse faire des calculs. De ses 16 à ses 18 ans, ils étaient seulement amis. Mais dès qu'elle a soufflé ses 18 bougies, il n'a même pas attendu que le gâteau soit coupé, que 2 semaines après, ils vécurent ensemble. Ce que je viens de te décrire, c'est du grooming. C'est maintenant au tour de Matt Underwood, l'acteur qui jouait Logan dans Zoey 101. En 2012, il s'est retrouvé au lit avec une enfant de moins de 18 ans, avec possession de substances illégales. Il avait 22 ans, elle en avait 17. Il a eu 12 mois de sursis. Suite aux révélations de Quiet on Set, il avouera que lui-même a été abusé quand il était enfant par l'ami de son beau-père et quand il avait 19 ans par son agent. Oui, ce Drake Bell. Ok, c'est pas parce que c'est une victime on va fermer les yeux sur ce qu'il a fait. R. Kelly, lui aussi, était une victime quand il était enfant. Just saying. Drake Bell a été accusé de groomer une enfant depuis que la petite avait 12 ans. C'est-à-dire, il se parlait de manière bizarre, il lui aurait envoyé des photos là aussi bizarres et l'aurait touché lors d'un de ses concerts. Touché, effleuré, enfin, il ne serait pas parti jusqu'au bout, mais il l'aurait touché tout de même. Bell a plaidé coupable, mais il assure n'avoir rien fait, à part envoyer des messages qu'il n'aurait jamais dû envoyer. Genre, des messages douteux. Il a été condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général et à 2 ans de sursis. De plus, il a été accusé par plusieurs de ses ex d'être violent et abusif durant le temps de leur relation. Ces deux dernières histoires sont l'exemple parfait que souvent les actions de monstres engendre d'autres monstres. Le Creep Club, tristement célèbre, fait sens d'une certaine manière. Car les amoureux des enfants ne vont jamais aller là où il n'y a pas d'enfants. Ils vont là où il y en a de plus et où ils sont le moins protégés, tout en les leurrant avec tout ce qui brille. Et il y a un endroit parfait pour ça. Je l'appelle le paradis des prédateurs. Il se situe au sein de l'industrie du divertissement, à Hollywood plus précisément, là où Nickelodeon est un des studios rois du territoire. Cependant, après autant de scandales et suite à une programmation de plus en plus de leur part, chez Nickelodeon, la chute pointe enfin le bout de son nez. Depuis un moment déjà, on peut voir le déclin de popularité de la firme Orange. Déjà, depuis 2019, Internet est sur le dos de Dan et Nickelodeon. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, niveau programmation, c'est plus trop ça. Ils ont eu pas mal de soucis. Ils annulent très vite n'importe quel show trop tôt, ne les laissant pas faire leurs preuves du coup. Pas mal de shows ont été mis à la poubelle au bout d'1 ou 2 saisons par exemple. Et puis, question innovation, c'est plus trop ça. À l'ancienne, ils étaient précurseurs et apportaient des idées fraîches sur la table. Aujourd'hui,
il y a que Bob l'éponge. Il compte pratiquement que sur l'éponge carrée, qui représente 5% du chiffre d'affaires, non pas de Nickelodeon, mais de la maison mère Viacom. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie en fait. Viacom, c'est MTV, Paramount et BET par exemple. Donc le 5% là, c'est énorme. Ils ne vont jamais laisser Bob l'éponge tranquille jusqu'à ses 90 ans. Le gars, il va flip des burgers là au Krusty Krabs. J'ai parlé des victimes qui ont osé parler. Mais nombreuses sont les victimes qui ont accepté le chèque et qui ont signé un contrat de non-divulgation pour ne jamais parler de leurs expériences, contrairement à Janet McCurdy ou Alexa Nicolas. Ou bien, il existe d'autres victimes qui n'osent pas parler, même après que la parole soit de plus en plus libérée. Les conséquences négatives sont toujours présentes. Je t'avoue que je comprends que ça ne donne pas envie de l'ouvrir ou même de porter plainte. Nickelodeon n'est pas du tout la seule écurie à avoir ce problème. Les enfants ne sont pas traités comme des enfants, ni protégés en tant que tels. C'est si fatigant de voir d'autres histoires de ce genre. Et de voir à l'appel les noms des victimes qui s'ajoutent à la liste interminable du monstre qu'est Hollywood. Le FBI après-il dit, est-ce que vous pouvez faire un tour chez Nickelodeon, genre vite fait? Genre, histoire de... Si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vais aller m'asseoir dans un coin par terre dans le noir et pleurer. Et que ça à faire après ça. En tout cas, je te remercie d'en être arrivé là. Et je ne sais pas pourquoi tu t'es infligé ça. Voilà, et on est ensemble. Cordialement, Tendo.